L'enregistrement de la réunion vient de commencer. Alors, bienvenue au webinaire des PGSSE. Donc, je suis Natacha Jacquin qui apparaît en fait en host. Ou, bah, de toute façon, j'ai caché les noms, mais du coup, je serai apparue en host. Donc, j'organise dans le cadre d'un programme que nous avons d'un projet que nous avons avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine, plusieurs webinaires. Donc, nous en avions organisé 5. Celui-ci est le 4e. Aujourd'hui, le formateur qui va vous parler du plan d'action et des procédures de crise est Rémi Talami, qui est également chargé de projet et formateur à l'Office international de l'eau. Cette présentation vous sera fournie en fait à la fin du webinaire. Donc, comme je vous le disais, le contexte, nous avons un projet depuis 2018, une convention depuis 2018 jusqu'à 2020 avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et nous l'avons accompagné en tant que support pour faciliter la mise en œuvre des PGSSE sur le territoire à travers plusieurs actions. Là, je me focalise principalement sur 3 actions qui sont l'organisation de webinaires. Donc, comme je vous disais, on en a fait 1 sur le CCTP, 2 sur les méthodes et mise en œuvre du PGSSE, 1 sur l'étude de danger, analyse des risques, celui-ci sur le plan d'action et procédure de crise. Et puis, le 8 décembre, nous organisons le 5e webinaire de ce projet, qui est un retour d'expérience, en fait, puisque nous avons une action qui consiste à participer à des copiles de PGSSE. Et donc, notre collègue Xavier Goussens, qui participe à ces copiles, nous fera un retour d'expérience. Donc, je vais laisser la parole à Rémi qui va vous donner son organisation pour ces 2 heures. Bonjour à tous. J'avais oublié de partager la caméra. Bienvenue. J'espère que tout le monde m'entend distinctement. Je vais essayer de parler un petit peu fort. Les objectifs de ce webinaire, on va passer 2 heures ensemble pour essayer donc de comprendre la philosophie du plan d'action, comprendre l'importance des procédures existantes et éventuellement celles à mettre en œuvre, et l'importance également de la montée en compétence des équipes, notamment sur le terrain. Le webinaire va se diviser en 4 parties. À l'issue de chaque partie, vous aurez quelques petites questions pour revenir sur des points importants. La première partie va parler donc de l'élaboration, du maintien et la mise en œuvre du plan d'action. On parlera dans la partie 2 des modalités du suivi des mesures de maîtrise. On va parler de l'élaboration de procédures de gestion. Donc ça, ce sera la partie 3. Et on terminera par la mise en place du programme d'appui, donc de formation des agents. Donc, j'en profite pour intervenir avant de démarrer dans le concret. Pour chaque partie, donc, prenez le temps de poser vos questions dans le cadre dédié et à la fin de chaque partie, Rémi répondra à vos questions. Pour rappel, les objectifs du PGSSE sont d'optimiser la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine via une analyse des risques préalables, et l'objectif final est de garantir en permanence une qualité d'eau potable qui soit conforme 24 heures sur 24 et 365 jours par an à la réglementation. Donc, le petit questionnaire qu'on vous a fait passer juste avant, où en êtes-vous dans la démarche PGSSE? Donc on avait vu qu'un certain nombre, une majorité n'avait pas commencé, mais que, de mémoire, on était à 14 personnes qui avaient déjà bien attaqué, dont certains qui étaient sur la dernière phase qui consiste à réviser le PGSSE. Donc c'est quelque chose qui est en phase de commencement et bien avancé pour certains autres. Excusez-moi, j'ai eu un souci d'affichage. Donc, dans la partie 1, nous allons parler de l'élaboration, du maintien et de la mise en œuvre du plan d'action. Donc, pour commencer, on va resituer les éléments dans le contexte.
Donc, dans la démarche PGSSE, donc par rapport au guide de l'ASTE qui est en cours de finalisation, on est sur les modules 5, 6, 8 et 9, donc qui vont consister donc à, pour le module 5, élaborer et mettre en œuvre un plan d'amélioration et veiller à son actualisation. Le module 6, définir la surveillance des mesures de maîtrise des risques. Le module 8, élaborer des procédures de gestion. Et le module 9, sur la partie, le programme de formation, le programme d'appui. Par rapport au CCTP du PGSSE au niveau de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, on est sur la phase 3, les mesures de maîtrise et le plan d'action. Donc, les modules en détail par rapport au Water Safety Plan de l'OMS, on est sur un fonctionnement, donc vous avez sur ce graphique le module 1 en haut à gauche, donc la mise en place de l'équipe PGSSE, le module 2, ensuite le module 3, où on va travailler sur le risque initial et le risque résiduel, ainsi que les mesures en place. Donc ça, c'était l'objet du webinaire que Vincent, mon collègue, avait animé juste avant, le troisième. Et donc, on va avoir le module 5 qui va consister donc à la mise en place du plan d'action. On a également le suivi des mesures de maîtrise des risques existantes et celles qu'on va mettre en place. On a également le module 8, donc le processus, les procédures de gestion et le programme d'appui également. Donc, ce qu'on peut voir, et c'est ce que j'ai vu dans les remarques que certains ont fait dans les discussions, nous avons effectivement des étapes qui peuvent être menées de front en fait. Donc il y a des choses qui peuvent se recouper ou éventuellement être menées de front. Alors autant l'évaluation des risques avec le risque initial, le risque résiduel, etc. sont des choses qu'on va faire au départ. Autant les modules que je vais vous présenter peuvent être menés même si c'est des actions complémentaires, de front en parallèle. Donc, un élément important qu'on avait évoqué au webinaire précédent, donc c'est identifier les dangers. Donc, les données utiles pour connaître les dangers, c'est vraiment de travailler à chaque étape du périmètre du PGSSE, avec donc un historique des analyses, des retours d'expérience des exploitants, des incidents de traitement, des pollutions connues éventuellement, des incidents de pollution envisageables qui sont liés aux activités polluantes ou à d'autres activités, l'importance des visites de terrain, etc. Donc ça, c'est pour se resituer un petit peu dans le contexte de la démarche du PGSSE. Une fois qu'on a identifié donc ces dangers, on a analysé les risques avec un risque initial. Donc, avec une échelle de gravité et une échelle de fréquence. Et donc, on a coté les risques en fonction de la gravité du risque, avec le risque maximal, par exemple, pour une non-conformité bactériologique, et une échelle de fréquence, donc, est-ce que ça nous est déjà arrivé, et si oui, à quelle fréquence, ou est-ce que ça pourrait nous arriver? On est dans le cas d'événements qu'on imagine qui pourraient nous arriver. Au niveau de l'analyse des risques, on a ensuite travaillé sur le risque résiduel à partir du risque initial. Donc, on a évalué l'efficacité des mesures de maîtrise qui étaient déjà présentes sur notre installation de production et distribution d'eau. Et ensuite, on en a déduit notre risque résiduel. À partir de là, ce risque résiduel, on va être pondéré, c'est le risque initial qui va être pondéré par l'efficacité des mesures de maîtrise existantes. Et donc on a une note finale, donc on a un risque résiduel qui est considéré comme faible si la note est inférieure à 8 au niveau de la cotation, un risque résiduel moyen si on est entre 8 et strictement inférieur à 16, et dès l'instant où on a une cotation qui est à 16 ou plus, on considérera qu'on a un risque résiduel fort qui nécessitera forcément des actions correctives. Donc par rapport à notre plan d'action, on rentre dans le vif du sujet, donc ce sera vraiment la mise en musique du PGSSE. On va s'intéresser essentiellement, en tout cas en priorité, aux risques significatifs, donc des cotations qui ont une note supérieure à 16,
Et donc, il y aura dans ce cas-là nécessité de mettre en place un plan d'action pour garantir la maîtrise de ces risques. Donc là, on est bien dans la phase 4, mettre en place un plan d'action adapté. Et il faudra qu'il soit effectivement adapté au contexte local. Un plan d'action pour une unité de distribution ne sera pas forcément le même pour celle d'à côté. Donc, à partir de là, on a un constat, des notes, des cotations qui sont pour certaines plutôt mauvaises, et donc on va chercher à mettre en place des nouvelles mesures de maîtrise. Donc pour chaque danger, on va chercher à proposer des solutions pour le limiter, voire le supprimer au niveau de l'impact qu'il pourrait avoir sur la qualité de l'eau. Donc ça va consister à recenser des mesures nouvelles qui pourraient être mises en place pour réduire ce risque, définir également les moyens de surveillance et de suivi de ces mesures de maîtrise, ça c'est un point vraiment important, en fonction des moyens humains et financiers disponibles, de bien placer le curseur au bon niveau pour définir une surveillance appropriée. Estimer les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement, qui peuvent parfois être non négligeables. L'idée également de réaliser des actions selon un calendrier, donc on va se fixer des dates butoirs pour pouvoir faire un suivi et vérifier l'avancement de notre démarche de plan d'action. Et ensuite, on va mettre en place des priorités pour chaque risque significatif qui n'est pas maîtrisé, avec des actions à réaliser à court terme, parce qu'elles vont peut-être être assez simples à mettre en œuvre ou peu coûteuses, et des actions plutôt à moyen terme ou à long terme qui nécessitent une réorganisation et éventuellement des investissements plus lourds. Donc, il va en découler un programme pluriannuel d'investissement, une programmation annuelle des tâches d'exploitation. On va essayer de faire toujours dans la philosophie du préventif et donc de planifier un maximum de tâches d'exploitation et un plan de communication avec les usagers, par exemple. Il y a plein d'autres éléments qui pourront être ajoutés par la suite. Donc, pour chaque mesure de maîtrise, on va ensuite déterminer le contenu précis de l'action qu'on veut mettre en œuvre. On va également travailler sur le service, le fonctionnement du service et les personnes qui vont être impliquées par rapport à cette mesure de maîtrise. On va également s'intéresser donc au coût. Donc là, c'est souvent estimatif, mais dans le coût, on va englober le coût matériel, mais également le coût humain. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui en sont à cette étape, ou a priori il y en a même qui l'ont dépassé, mais au niveau de cette estimation des coûts, est-ce que ça a été relativement simple ou vous avez eu, peut-être pour ceux qui ont bien avancé, quelques réajustements plus ou moins significatifs? Si vous voulez éventuellement réagir dans la partie discussion. Oui. C'est en cours d'écriture. En parallèle, ce qui est important également, c'est d'anticiper le délai de mise en œuvre. Donc là aussi, qui pourra avoir un impact sur les coûts. Donc je lis, le coût est toujours ce qui va brider nos actions dans les petites communes. Effectivement, c'est un élément qui est à prendre en considération. Ce n'est pas le seul. Après, des fois, il suffit simplement de travailler sur une organisation parfois un petit peu différente. Mais effectivement, il y a forcément, dans l'ère de la guerre, des investissements et puis des coûts d'exploitation qui pourront être liés. Donc, par rapport à la mise en place du PGSSE, j'ai une question, effectivement, s'il n'y a pas de financement. Donc, vu que c'est associé à des bonnes pratiques, on va dire, effectivement, il n'y a pas forcément de financement associé. Par contre, pour tout ce qui est travaux, etc., vous avez des subventions possibles. D'ailleurs, elles sont associées à la mise en œuvre d'une démarche PGSSE. Donc, les agences incitent beaucoup à lancer ces PGSSE puisqu'ils conditionnent
l'attribution de tout ou partie des financements. Est-ce que parmi les participants, il y a un représentant d'agence de l'eau éventuellement qui pourrait répondre rapidement à cette question? Adour-Garonne, financement à 50%. Bon. Donc, du coup, je vais poursuivre. Dans la partie service, on va s'intéresser aux modalités et aux outils de suivi des mesures de maîtrise. Donc, les questions essentielles à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qui va le faire, quand ça doit être fait, sous quelle forme et à quel endroit sur notre unité de distribution. Et puis, il y a un certain nombre, donc ça c'était les modalités, et il y a un certain nombre de documents également qu'on peut avoir comme référence, des guides techniques. On a peut-être également des procédures opérationnelles existantes, parce qu'il y a souvent pas mal de choses déjà existantes, hein, mais ça peut être aussi des modes opératoires à créer, et c'est là-dessus qu'on va revenir un petit peu plus tard dans ce webinaire. Donc la mise en place des mesures de maîtrise, donc j'ai mis quelques exemples de choses qui peuvent être mises en place. Donc par exemple au niveau de la ressource, la protection, hein, ça va être la finalisation ou la mise à jour de l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Ça peut être des modifications des protections de la ressource par exemple. Hein. Au niveau de la sécurisation, en fonction de l'historique qu'on a eu, hein, ça peut être une sécurisation au niveau de l'alimentation électrique, ça peut être pour certains qui ont déjà eu des problématiques d'intrusion, une protection accrue au niveau de ces intrusions, pardon. Il existe d'ailleurs un guide de l'AST hein, sur la protection des ouvrages. Ces intrusions, ça peut être effectivement des malveillances, mais ça peut être également hein, des intrusions d'animaux ou d'insectes. Des insectes dans un réservoir, par exemple, hein, c'est qu'a priori, il y a des entrées d'air qui ne sont pas suffisamment protégées. Hein. Ça peut être également sécuriser les interconnexions. Quand vous avez des interconnexions existantes, c'est de s'assurer qu'elles soient bien fonctionnelles pour que le jour où on en a besoin, elles soient effectives. C'est également de prévoir les évolutions et le renforcement éventuel des unités de traitement. Ça peut être du redimensionnement sur des installations qui ont été dimensionnées un petit peu petites ou qui nécessitent d'alimenter un peu plus de monde. Ça peut être également des réhabilitations des ouvrages de traitement. Donc là, hein, forcément, hein, du redimensionnement, de la réhabilitation, on parlait de coûts tout à l'heure, hein, forcément il y aura des coûts associés, donc ce sera peut-être des choses à faire plutôt à moyen terme. On va améliorer la surveillance également, il y a un gros travail qui peut être fait là-dessus. Alors, mise en place ou maintien d'un programme d'analyse avec une certaine fréquence, des points clés sur lesquels on va faire ces analyses d'autocontrôle. Ça peut être la mise en place d'une mesure en ligne avec éventuellement un nombre d'un cran de la régulation sur l'injection de réactifs, par exemple du chlore. Ça peut être des alarmes niveau bas, des alarmes niveau haut, permettent à l'exploitant de gagner en souplesse de fonctionnement, mais qui nécessitent d'avoir des agents sur place qui sont à même de faire fonctionner ces analyseurs en ligne, la régulation, les alarmes, l'automatisme, etc. Donc ça nécessite sans doute une montée en compétence quand on passe sur de la mesure en ligne. Donc ça peut être de mettre les capteurs sous une assurance qualité. Alors l'intérêt et l'importance hein, quand on a des capteurs, c'est d'avoir des fiches de vie, donc un suivi de ces équipements. Et puis, des visites régulières. Hein, la surveillance ça englobe aussi une visite des installations, vérifier que le portail est toujours opérationnel, par exemple, hein, voilà, si on veut être sur des choses très concrètes. Au niveau du réseau, ça va être améliorer le suivi avec des campagnes de purge, des recherches de fuite, l'entretien des ouvrages avec notamment le nettoyage et la désinfection annuelle de toutes les bâches et réservoirs d'eau potable. Et on va avoir également le déploiement des outils de mesure de gestion, donc avec par exemple de la mise en place de la télégestion, de la modélisation au niveau du réseau, la mise en place de SIG hein, pour la cartographie, etc. Donc tout dépend
du niveau d'exigence de la collectivité, mais on peut aller très très loin dans cette démarche PGSSE. Ça dépendra des moyens également disponibles, que ce soit humains, mais également financiers. Pour ceux qui ont mis en place un PGSSE, est-ce que les outils type capteur, analyse en ligne, la télégestion, c'est des choses qui étaient déjà existantes, que vous avez développées ou pas forcément? D'accord, donc là je l'ai mis en place dans le cadre d'une étude diagnostique et d'un schéma directeur. Et effectivement, une autre réaction, en ce qui concerne la collectivité, beaucoup de travaux ont été engagés et sont presque terminés, mais hors cadre PGSSE. Donc effectivement, le PGSSE n'est qu'une pierre à l'édifice, une grosse pierre, hein, un bout de mur même on peut dire, mais il y a un certain nombre de démarches qui ont sans doute été mises en place bien avant, ou qui sont en cours et qui vont se poursuivre. Le PGSSE est là justement pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc je lis certains capteurs déjà existants, modélisation hydraulique systématique avec des schémas directeurs programmés, donc là aussi c'est des choses qui avaient été anticipées. Et en fonction du niveau d'avancement, il y en a qui sont bien avancés, donc nous réalisons dans toutes les mesures de maîtrise, nous réalisons déjà toutes ces mesures de maîtrise, plus qu'à les formaliser dans le PGSSE. Donc vous étiez déjà bien avancé sur la partie bonne pratique, on va dire. Donc effectivement, il y en a qui partent de plus ou moins loin, et forcément ça aura un impact sur la rapidité de mise en œuvre du PGSSE, effectivement. Effectivement, la télégestion, ça peut être un bon outil, mais il faut que ça fonctionne bien, sinon ça peut être très chronophage, effectivement. Et ça coûte. Donc je vais poursuivre. On va prendre un exemple. Une mesure de maîtrise, par exemple sur des problématiques de dérive du résiduel de chlore, mais ça va être de contrôler régulièrement le taux de chlore dans le réseau de distribution ou à la sortie de l'installation de traitement. Donc la première chose, c'est d'acheter un chloromètre de terrain si on n'en a pas, de définir des lieux de contrôle et les fréquences à laquelle on va faire ces contrôles qualité sur le réseau de distribution. Ça peut être dans le réservoir de tête, dans un bâtiment communal ou chez un abonné en bout de réseau. Avoir du personnel formé, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Avoir des équipements c'est bien, mais il faut des fiches procédures et puis des exploitants qui sachent utiliser les équipements. L'estimation du coût, parce qu'en fonction du suivi qu'on veut mettre en place, si c'est un suivi terrain avec des appareils de terrain avec un agent qui se déplace, ça aura un coût en temps humain et un petit coût d'investissement. Dès l'instant où on met en place des analyses en ligne, comme on disait, avec des alarmes, là ça nécessite d'avoir des compétences pour gérer la gestion de ces alarmes, et il y aura peut-être un délai de mise en œuvre un petit peu plus long. Donc forcément, on va placer le curseur en fonction des moyens toujours humains et financiers disponibles. L'objectif étant au final que soit une surveillance de terrain plus régulière, soit des analyses en ligne avec des alarmes permettent de réagir plus vite pour avoir de moins en moins de dérives de notre résiduel de chlore, forcément. Et donc, si on prend un exemple de tableau PGSSE, donc il est tiré du guide de l'AST en cours de finalisation. Donc, on a des événements dangereux qui vont avoir des conséquences sur la qualité de l'eau, qui peuvent entraîner une coupure d'eau ou une problématique de qualité. Les mesures de maîtrise à mettre en place, c'est des solutions qui n'existent pas, mais qu'on va rajouter, qu'on va se créer, qui vont permettre de réduire le risque. Donc, pour rappel, quoi mettre en œuvre, qui s'en charge, selon quel mode opératoire, et avec quel matériel, et à quel endroit on met en place cette mesure de maîtrise. En face de ça, on va mettre un coût, souvent estimatif, qui sera peut-être réajusté en fonction de l'évolution du projet.
et également un coût de fonctionnement avec notamment le temps de maintenance, de renouvellement des équipements. Il faut savoir que mettre en place des capteurs, c'est bien, mais il faut les suivre et que ça prend du temps. Donc là aussi, se dire je mets des capteurs et je suis tranquille, ça va fonctionner tout seul, j'aurai des alarmes. Pas tout à fait, parce que si le capteur n'est pas étalonné suffisamment bien, il va pas forcément donner l'alarme quand il faut, et on pourra réagir a posteriori. Et puis à côté des coûts d'investissement, du temps humain à avoir à disposition, on va mettre les délais de mise en œuvre. Donc l'idée, c'est d'identifier les mesures de maîtrise liées au risque de l'événement. C'est de définir les actions suivies pour aboutir à la maîtrise du paramètre de notre qualité d'eau et d'estimer les coûts associés. Voilà, au niveau de la philosophie du plan d'action. Voilà. Un exemple, donc les événements sources de danger, un étiage au niveau du captage, ici. Donc cet étiage, les mesures de maîtrise à mettre en place dans cet exemple, ça va être dans un premier temps un suivi du niveau d'eau dans le captage. Donc augmenter la vigilance en période d'étiage par l'argent d'exploitation, augmentation de l'interrogation du sauterelle, une fois par jour par exemple, et consignation dans le fichier sanitaire. Donc là, les équipements existent, donc il n'y a pas d'investissement. Par contre, c'est du temps à passer pour l'exploitant et ça peut être fait rapidement, donc c'est sans délai. On peut mettre en place ensuite le report centralisé du niveau d'eau. Donc là, c'est un investissement, puisqu'il faut avoir l'extraction et la transmission de l'information. Le fonctionnement, ce sera de la maintenance et du renouvellement. Et là, par exemple, ça peut être un objectif. On sait qu'on a ces 3 000 € estimés de dispo, donc on va investir avant la fin de l'année. Autre solution en cas d'étiage, dans mon exemple, là, c'est la fiabilisation de l'interconnexion. Donc, la solution, contrôler l'interconnexion, étudier et vérifier la capacité réelle, y compris à l'étiage, de la ressource. Et là, c'est un test à faire. Par exemple, la collectivité s'est fixée avant la fin de l'année 2020. Et donc, vont ressortir des points clés sur les choses à gérer, à maîtriser sur ce plan d'action. C'est déjà d'agir sur toutes les étapes, de ne pas raisonner que sur la ressource, que sur le traitement, que sur le réseau par exemple. De ne pas se focaliser que sur l'investissement financier, ce ne sera pas l'unique levier. Alors certes, on l'a vu, c'est important, mais corriger des pratiques qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent pas toujours, ou qui fonctionnent de temps en temps, mais pas tout le temps, ça pourra être aussi un levier non négligeable, d'organiser le travail différemment. Ça peut être de prendre de nouvelles mesures ou de renforcer les mesures existantes. Peut-être que les mesures existantes n'ont juste besoin que d'être un petit peu plus appuyées, ou mieux suivies sur le terrain. Et un autre levier, c'est le principe des barrières multiples. Plusieurs protection. Par exemple, sur un réservoir d'eau potable, on peut mettre en place, donc il y a la porte d'accès, et à l'intérieur de l'ouvrage, on a une grille, une porte secondaire qui permet d'être sûr qu'en cas d'intrusion, la personne n'a pas pu accéder à l'eau. Donc on a 2 barrières. Et du coup, on va vous poser quelques petites questions pour voir un petit peu où vous vous situez et puis revenir sur des points clés. Alors, du coup, la première, un plan d'action est à réaliser avant la cotation des dangers et des risques, oui ou non? La question 2, cette étape va permettre de hiérarchiser les actions prioritaires à mettre en œuvre, donc là, l'étape du plan d'action. Et 3, donc le plan d'action correspond concrètement à réaliser l'inventaire des actions à mettre en œuvre pour diminuer le risque d'apparition d'un danger. Et la 4, quels sont les modules du guide de l'AST qui font état de la mise en place du plan d'action.
Donc pour la première question, donc le plan d'action est à réaliser avant la cotation des dangers et des risques. Ben, ça va être compliqué en fait de mettre en place des actions correctives si on ne sait pas ce qui pose problème. Donc effectivement, c'était la réponse, c'était non. On va devoir coter les dangers, savoir lesquels sont vraiment graves et où se présentent trop régulièrement. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place le plan d'action. Par rapport à la question 2, donc cette étape va permettre de hiérarchiser les actions prioritaires à mettre en place. Effectivement, l'idée, c'est de prioriser les choses en fonction de la gravité du danger. Il y a des choses qu'on va mettre en place rapidement, même s'il faut investir, et il y en a d'autres qui seront peut-être considérées comme secondaires, de par soit un investissement trop lourd qu'on ne va pas pouvoir faire de fait tout de suite, soit une gravité moins importante sur un paramètre. Si on regarde la question 3, donc le plan d'action, on va effectivement faire l'inventaire des actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour diminuer, voire supprimer complètement, dans certains cas, l'apparition d'un danger. Donc effectivement, la réponse était oui. Et par rapport au module du guide de l'AST, donc on est sur les parties 5, 6, 8 et 9. La partie 7, on peut l'englober après, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses qui se recoupent, mais on est plutôt sur une réévaluation de notre plan d'action, mais c'est un suivi qui est fait en même temps en général. Et c'est essentiellement 5, 6, 8, 9. Et par rapport à une question qui a été posée sur le guide de l'AST, normalement, si ça n'a pas évolué, il devrait sortir a priori au mois d'octobre. Voilà. Du coup, je vais passer à la partie... non, je vais vous laisser peut-être si vous avez des questions complémentaires d'ailleurs. Alors, dans les questions... Donc, le guide de l'AST, a priori, c'est le mois d'octobre. Mais bon, les dates ont été repoussées pendant pas mal de temps, donc on croise les doigts, mais normalement, ça devrait être ça. Peut-on avoir accès à tous les diaporamas diffusés depuis le premier webinaire? Oui, oui. On fera un petit point à la fin éventuellement pour vous rappeler comment vous pouvez les récupérer. Donc il y avait la partie sur le financement, donc Adour-Garonne, financement à 50% de la démarche, pas du plan d'action, effectivement. Le plan d'action, c'est considéré comme de l'exploitation, c'est de la gestion du service. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement qui vous viennent par rapport à cette première partie. Peut-être. Je vois que ça écrit. Ok, bon, a priori, pas d'autres questions. Donc, je vais passer à la partie 2. Donc, les modalités de suivi des mesures de maîtrise. Donc, on considère qu'on a réfléchi à quoi mettre en œuvre pour réduire ou supprimer les dangers et les risques associés. On va maintenant travailler sur le suivi de ces mesures de maîtrise. Donc, les objectifs du suivi du plan d'action, ça va être déjà de détecter un dysfonctionnement et si possible dans un temps approprié. La fréquence des analyses, la mise en place d'analyses en ligne, etc. ont leur importance parce qu'elles vont permettre de pouvoir diagnostiquer des problèmes. Plus vite on diagnostique un problème, généralement, plus vite on va solutionner ce problème. Donc, dans cette étape-là, il va falloir réfléchir aux modalités du suivi.
Plus une mesure de maîtrise sera critique, plus le temps de réaction devra être court. Par exemple, si votre installation tourne à l'électricité et que vous avez une coupure électrique, si la solution, la mesure de maîtrise, c'est mettre en service un groupe électrogène, il faut pouvoir mettre en œuvre la mise en route du groupe le plus rapidement possible pour ne pas couper la production ou la distribution, par exemple, si c'est pour une installation de pompage. Et donc, on va définir des limites critiques au point de contrôle clé, des actions correctives en cas de non-respect, pour pouvoir justement avoir la capacité de réagir vite et bien. Les objectifs du suivi de ce plan d'action, si on continue, ça va être de définir donc un seuil de dérive, qui n'est pas forcément le seuil réglementaire. On peut se fixer, par exemple, sur un paramètre de qualité d'eau, un objectif, par exemple sur le paramètre la turbidité, donc qui mesure le trouble de l'eau qui est dû aux particules. On a une référence de qualité à 0,5 MFU, c'est l'unité de la turbidité, et une limite à 1. On sait qu'au-delà de 1, la désinfection marche très mal, que l'objectif, c'est de plutôt respecter donc la référence à 0,5. En tant qu'exploitant, on peut se fixer comme objectif qu'on considère que la turbidité dérive si on a une mesure en ligne fiable quand on dépasse 0,3 ou 0,4 par exemple, ce qui fait que l'exploitant va réagir avant de dépasser les 0,5. D'accord ? Donc ça, après, c'est un petit peu au cas par cas, où on va chercher à définir un seuil de dérive. On va également donc suivre l'efficacité des mesures de maîtrise, s'assurer qu'elles soient fonctionnelles. Et il faudra également garder une trace des événements, donc déjà pour pouvoir réévaluer l'efficacité de notre PGSSE, s'il n'y a pas de traçabilité, donc on ne va pas pouvoir faire l'historique. L'intérêt également, c'est que si on trace les événements, on va tracer en parallèle les solutions qu'on a trouvées pour y remédier. Et donc, on aura de fait de la matière pour la réévaluation ultérieure du PGSSE, pour intégrer des nouvelles mesures de maîtrise, par exemple, ou des nouveaux modes opératoires dans notre façon de gérer. Ce qui est important également au niveau du suivi, c'est de s'assurer qu'il y a la disponibilité en ressources humaines pour ce suivi, et les ressources financières également, avec un ratio efficacité-coût qui sera à anticiper. On va éviter de dépenser des centaines de milliers d'euros pour une mesure qui n'est pas sûre de fonctionner par exemple, ou qui n'a pas un impact franchement significatif sur la qualité de l'eau par exemple. La disponibilité des ressources humaines est vraiment très importante, parce que si on accentue ou qu'on met en place un suivi de la qualité de l'eau plus marqué qu'avant, il faut avoir à l'esprit qu'il y aura besoin de temps humain pour faire ce suivi, y compris le suivi des appareils de mesure en ligne, qui vont fonctionner entre guillemets tout seuls, mais qui nécessitent, pour bien fonctionner, d'être réétalonnés, vérifiés régulièrement. Et l'idée également de ce suivi, ça va permettre de mettre à jour le PGSSE dès la mise en place d'une nouvelle mesure de maîtrise des risques. On pourra l'intégrer dans le PGSSE. Donc là encore, on voit que les étapes peuvent être imbriquées. La mise en place du plan d'action et puis son suivi ultérieur peuvent être imbriqués. L'idée importante également, quand on met en place ce suivi, c'est de ne pas introduire de nouveaux risques par le biais du plan d'action. Une mesure préventive ou corrective pour une dérive quelconque sur un paramètre ou sur un risque de coupure d'eau ne doit pas générer de problèmes ultérieurs. Par exemple, on a des problématiques de quantité d'eau pendant une période d'étiage. L'interconnexion, il faudra la solliciter en s'assurant que les temps de séjour ne soient pas trop importants dans les tuyaux, par exemple, pour pas avoir des problématiques bactériologiques lorsqu'on va solliciter cette interconnexion, par exemple. Ou des inversions d'écoulement qui vont remettre en suspension du biofilm et des particules. L'intérêt du suivi aussi, c'est de vérifier la chronologie des événements et le suivi
de l'avancement de notre plan d'action, puisqu'on a dit qu'on allait se fixer un calendrier. Donc il peut y avoir des petites dérives. D'ailleurs, à ce titre, je pense que certains pourraient peut-être réagir par rapport au plan d'action, ceux qui l'ont mis en œuvre. Généralement, on se fixe un calendrier et puis les impondérables font qu'il peut y avoir des écarts. Après, l'idée, c'est de les diminuer ou en tout cas de les limiter au maximum. S'il y en a qui veulent réagir par rapport à ce point précis, sur la chronologie, le calendrier, est-ce que vous avez réussi à le tenir ou est-ce que ça dérive fortement? A priori, pas de réaction. Bon. Bon, après, il y a toujours les aléas. Hein. Ah, peut-être une personne. Deux personnes qui écrivent, je leur laisse terminer. On a souvent du retard sur le calendrier des actions mises en place, mais le suivi se fait régulièrement lors des réunions de service avec l'exploitant et le bureau d'études, effectivement. Et une autre réaction, j'imagine que les risques persistants nécessitent des travaux qui prennent du temps, de l'argent, sinon ce serait déjà résolu. Effectivement. Par rapport à la première réaction, l'importance du suivi de l'avancement de ce plan d'action, c'est de réadapter, de réajuster le calendrier. Hein. Il n'est pas figé dans le marbre, l'essentiel étant que ça avance. Hein. Et par rapport aux risques persistants qui nécessitent des travaux, etc., là aussi, hein, ça fait partie des éléments qu'on va suivre pour une planification à plus ou moins long terme en fonction des investissements nécessaires à faire. Les actions correctives ou préventives qu'on peut mettre en place sans un coût particulier, effectivement, ce serait dommage de s'en priver de les mettre en place tout de suite. C'est pour ça qu'au niveau du calendrier, elles feront partie des choses qu'on met sans délai. Avec mon exemple de l'étiage tout à l'heure, le fait que l'exploitant relève plus régulièrement le niveau d'eau pendant la période d'étiage, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très facilement. Et un dernier point, donc c'est l'évaluation régulière des performances des mesures de maîtrise pour s'assurer qu'elles fonctionnent, si elles sont suffisantes ou si on a encore malgré tout des problématiques et auquel cas s'il faut les durcir ou les compléter par des mesures de maîtrise supplémentaires. Donc, les points clés, donc ça va être suivre les mesures de maîtrise des risques, forcément, hein, et comment on va les suivre en définissant les personnes qui vont faire ce suivi. Donc, ce suivi par des analyses, ce suivi par des inspections. Hein, et un élément vraiment très important à prendre en considération, c'est qui recevra et analysera ces résultats, que ce soit sur une alarme par exemple, hein, ou des alertes. Et donc, est-ce qu'il y a une personne en charge de cette problématique-là? Est-ce qu'elles sont plusieurs? Donc ça, ce sera vraiment à définir pour savoir qui réagit, qui lance la réaction des collègues en fonction des dysfonctionnements qu'on constate. Et donc l'idée, c'est de vérifier et sécuriser la chaîne de mesure pour s'assurer de la fiabilité des données, que ce soit au niveau des capteurs en ligne, des analyseurs en continu, hein, mais aussi les appareils de terrain. Les photomètres pour l'analyse du chlore sont des équipements qui nécessitent un contrôle, voire un réétalonnage annuel par exemple, hein, pour s'assurer que les mesures réalisées soient fiables. Rien de pire que de se fier à des résultats de terrain qui seraient faux. Hein. Et du coup, ça induirait des dérives non négligeables.
Et donc, on va aller sur quelques petites questions pour revenir sur ces points. Donc la première, le suivi du plan d'action consiste à s'assurer que les mesures de maîtrise sont efficaces. Le suivi du plan d'action permet de s'assurer de la mise en œuvre des actions planifiées. Et des analyses régulières sont indispensables à un suivi efficace. On va regarder. Donc, pour la première question, donc le suivi du plan d'action qui consiste à s'assurer que les mesures de maîtrise sont efficaces, effectivement, c'est l'objectif. Le plan d'action, c'est la mise en place de mesures de maîtrise pour compléter les mesures de maîtrise existantes. Donc, il va falloir s'assurer qu'elles soient effectivement fonctionnelles et qu'elles donnent des résultats. Le suivi du plan d'action permet de s'assurer de la mise en œuvre des actions planifiées. Ben là encore, on l'a vu avec les réactions que certains ou certaines ont eues. Le calendrier n'est pas forcément figé dans le marbre et le fait de suivre le plan d'action permet de s'assurer que les actions qui ont été planifiées sont bel et bien mises en œuvre, même si c'est légèrement décalé dans le temps, mais l'objectif étant qu'elles soient effectivement mises en œuvre. Et des analyses régulières sont indispensables à un suivi efficace. Là encore, ça fait partie des éléments. Donc, si une collectivité ne fait pas spécialement beaucoup d'analyses, il faudra qu'elle les mette en œuvre. Et une collectivité qui met en œuvre un certain nombre d'analyses, beaucoup d'analyses, va pouvoir continuer sur sa lancée, en ayant bien à l'esprit quand même que plus on fait d'analyses, plus le coût est important. Plus le temps à passer pour éplucher ces analyses est également important. Et des fois, il convient de rationaliser pour avoir toujours un ratio coût-efficacité qui soit le plus juste possible. Par rapport aux questions, je ne sais pas, donc s'il y en a qui veulent poser des questions, il y en a qui ont été posées, donc je vais jeter un coup d'œil. Et s'il y en a d'autres qui se rajoutent, n'hésitez pas pendant ce temps. Alors... Donc, je vois que toutes ces mesures sont anticipées car elles auront également un impact dans la rédaction d'un contrat de DSP, effectivement. Dans le cas d'une délégation, c'est important d'anticiper ces mesures avec le délégataire. Et donc, par rapport aux questions, j'étais pas dans la bonne colonne. Alors. Donc, je vais laisser Rémi prendre connaissance des questions. Donc, moi, j'ai vu une des questions qui était comment concrètement on démarre un PGSSE. Eh bien, du coup, je me dis pour ceux qui ont déjà démarré leur PGSSE, est-ce que vous pouvez apporter quelques éléments de réponse à cette personne dans le cadre discussion? Ça peut être intéressant de voir comment les uns et les autres vous avez démarré en quelques mots votre PGSSE. Moi, je veux bien. Je vais prendre les questions dans l'ordre.
Donc, vu les exemples de mesures de maîtrise présentés, je ne vois pas vraiment la différence entre le plan d'action du PGSSE et le programme de travaux d'investissement et les mesures d'amélioration de l'exploitation qui seraient issues d'un schéma directeur. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui découlent du bon sens. Le PGSSE formalise tout ça. Donc, on peut avoir des choses qui sont à extraire, à tirer des documents qu'on a déjà déployés, créés par des diagnostics précédents. Et pour les personnes qui sont très avancées, qui ont des schémas directeurs assez poussés, effectivement, on peut considérer qu'il y a des redondances, même si je ne suis pas très fan de ce terme dans ce cadre-là, mais on peut s'en inspirer effectivement. Le PGSSE est là pour formaliser un petit peu toutes les bonnes actions, les bonnes pratiques qui sont sans doute déjà pas mal mises en place dans vos services. Donc on est sur un formalisme où on va tout centraliser dans un même plan, mais on peut extraire de plein de documents. La recherche documentaire d'ailleurs qui est à faire en amont de l'évaluation des risques, la première étape du PGSSE, permet notamment de grappiller un certain nombre d'informations qu'on utilisera dans les phases suivantes du PGSSE. Donc je regarde un petit peu les réactions. Donc par rapport à la mise en place du PGSSE, il y a une question, étant débutant, je vais mettre, dans le métier, j'aimerais savoir comment pratiquement on démarre un PGSSE. Donc je vais liser les réponses. Donc le PGSSE, la question c'est est-ce que c'est fait en interne ou par le biais d'un bureau d'études. Donc dans les faits, il faut une personne qui pilote, mais on a un groupe de travail qui va être composé de personnes de différentes sensibilités en lien avec la ressource, la production, la distribution, la qualité de l'eau. Mais voilà, après, ça peut être externalisé par le biais d'un bureau d'études, comme être fait en interne. Si c'est fait en interne, effectivement, il faut considérer que c'est pas mal de temps à passer, donc c'est peut-être avoir un poste dédié, comme suggéré par Aude-Vienne. Et donc, c'est une démarche, effectivement, qui se fait pas en quelques mois. Donc là, je vois une démarche projet sur 5 ans, dans l'exemple là pour Aude-Vienne. Alors, au niveau des questions, peut-on parler d'un modèle type de PGSSE adapté ensuite à notre commune ou syndicat? Alors, dans le guide de l'AST qui va paraître normalement en octobre, vous aurez un certain nombre d'éléments, notamment le tableau d'évaluation des dangers et des risques, qui peut être une bonne base pour démarrer en fait, savoir un petit peu où on se situe. Après, un PGSSE clé en main tout fait, c'est pas forcément si évident, puisque vous aurez des particularités, que ce soit au niveau de votre ressource, de votre ou de vos unités de production d'eau, de votre réseau de distribution, qui vont faire que vous aurez plein de choses à créer ou à développer par rapport à vos problématiques spécifiques. Donc on peut s'inspirer de documents, notamment dans le guide du PGSSE de l'AST, mais un document totalement fait clé en main, c'est un petit peu compliqué. Il y a le CCTP qui existe aussi, qu'on a développé avec Nouvelle-Aquitaine, qui peut aussi vous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments intéressants à piocher dedans. Alors, si je continue, par rapport au PGSSE et son plan d'action, quel type de support un service d'eau doit produire, in fine, un tableau Excel, un rapport, des fiches actions, qu'est-ce qui permettra le mieux et le plus facilement de tracer un suivi, des améliorations et une mise à jour. Alors, il n'y a pas de formalisme vraiment cadré. Ce qui est sûr, c'est que le format tableau Excel pour tout ce qui est ce que je vous ai montré, alors sur les webinaires précédents, on parlait des événements dangereux, de gravité, de fréquence, de cotation. Ensuite, il y a les mesures de maîtrise existantes, les mesures de maîtrise avec les plans d'action qu'on va mettre en œuvre.
qui les fait, etc. Donc en fait, on va dans le guide de la STE, vous avez un tableau assez complet qui sera une bonne base de travail. Mais un PGSSE, c'est pas juste un tableau. Après, effectivement, donc on va en parler dans la partie 3. Il y a également des mesures organisationnelles et des éléments au niveau formation à gérer. Donc le PGSSE, c'est pas simplement un tableau Excel. Les fiches actions, effectivement, des modes opératoires, avoir une traçabilité, donc ça peut être effectivement un autre fichier Excel ou sous forme de tableur. Après, c'est un petit peu en fonction des outils dont vous disposez et des particularités de vos réseaux, usines, etc., que vous pouvez utiliser tel ou tel outil, mais il n'y a pas vraiment de formalisme cadré. L'essentiel étant d'avoir quelque chose qui soit assez simple d'utilisation pour vous et qui vous permette d'avoir un suivi pas trop compliqué. Donc souvent on a plein de documents éparpillés, donc le fait d'avoir des éléments synthétiques qui regroupent un certain nombre de choses peut être une base de départ. Alors, le fameux guide de la STE ne constitue-t-il pas une sorte de modèle général à adapter par syndicat? C'est un module général, effectivement, un modèle, pardon, général. Il y a quelques petites clés pour notamment les petites collectivités, parce que en fonction du niveau d'objectif que la collectivité se fixe, il y a des choses qui sont mises en place déjà par des gros syndicats ou des grandes collectivités, communautés d'agglomération, communautés urbaines, que les petites collectivités ne peuvent pas mettre en œuvre. Donc il y a quelques pistes là-dessus. Donc ça peut être une bonne aide. Mais c'est pas du clé en main, effectivement. Avez-vous connaissance de la réalisation d'un PGSSE mutualisé mené à l'échelle de plusieurs collectivités? Alors là, si les participants ont la réponse, parce que je sors mon joker. Par rapport à la mutualisation de la mise en œuvre d'un PGSSE, ça semble un peu compliqué, mais à voir. Là, il y a quelques échanges là, sur la partie discussion, donc je peux vous laisser 2-3 minutes là, pour échanger entre vous si vous le souhaitez. J'ai notamment une question, alors là c'est peut-être plus au niveau de l'ARS ou des choses comme ça pour la réponse. Partageons-nous nos plans d'action au sein de la région Nouvelle-Aquitaine? Est-ce prévu? Si quelqu'un veut réagir. Peut-être Chantal. Ah, si elle est là. Nous avons engagé une démarche. Nous avons engagé cette démarche mutualisée à l'échelle d'un syndicat producteur et de 2 syndicats de distribution. Ah oui, effectivement, puisque vous faisiez production et distribution sur des syndicats différents. Donc dans certains cas, effectivement, ça a l'air de pouvoir se faire.
par rapport à la question de la mutualisation. Pour la mutualisation aussi, hein, vous pouvez vous contacter entre vous également pour échanger, hein, si vous voulez vous faire des retours d'expérience entre vous. Ces webinaires sont aussi l'occasion de mettre les gens en contact, donc n'hésitez pas à échanger des coordonnées pour pouvoir échanger entre vous, ceux qui sont plus ou moins avancés, ceux qui débutent, ça peut être aussi une solution. Du coup, si ça vous convient, je vous propose de passer à la partie 3. Donc la partie 3, élaboration des procédures de gestion. Donc là, on va travailler sur l'organisation et le mode opératoire. Les procédures de gestion. Donc, les procédures de gestion, donc pour chaque limite critique qu'on s'est fixée, donc pour rappel, les limites critiques, c'est les points inacceptables de dérive. On a, par exemple, en limite critique, on ne veut pas avoir un résiduel de chlore à moins de 0,05 mg par litre sur un point éloigné du réseau, par exemple. Donc, pour chaque limite critique, il faut anticiper les modes opératoires à mettre en œuvre pour la respecter, et également les actions curatives en cas de dérive. Donc du coup, il y a vraiment deux démarches qui sont à mener en parallèle. D'un côté, la mise en œuvre de modes opératoires sans doute déjà existants pour éviter d'avoir une non-conformité par rapport à notre objectif, et prévoir le pire et l'anticiper, et en cas de dérive, malgré toute la bonne volonté des agents de terrain, pour respecter ces limites critiques, si ça dérive, avoir les solutions, les modes opératoires pour revenir le plus vite possible à une situation normale et acceptable. Donc, on parle de procédures en mode normal, donc qui doivent être prévues et disponibles, hein, et des procédures en mode dégradé, en mode crise, hein, qui doivent être prévues afin de savoir comment réagir en cas de perte de maîtrise d'un paramètre et de dépassement d'une limite critique. Comment réagir, ça veut dire sous quel délai, qui doit réagir, hein, et avec quels moyens. Donc l'idée, c'est d'anticiper le fonctionnement en mode dégradé en cas de crise également, hein, pour pouvoir malgré tout, en situation de crise, distribuer une eau qui soit conforme aux exigences de qualité réglementaire, voire un peu mieux si on s'est fixé des objectifs encore mieux que la réglementation. Donc les procédures de gestion vont avoir vraiment leur importance, hein. On va, dans un premier temps, donc établir des procédures de suivi qui apportent la preuve que les mesures de maîtrise fonctionnent. D'accord? Donc ça, c'est important pour le suivi, la réévaluation de notre PGSSE. C'est bien d'avoir des procédures pour suivre l'efficacité du PGSSE. Il faut également mettre en place des procédures et des actions correctives dès lors que des écarts ont été constatés, hein, des non-conformités, éventuellement des plaintes d'abonnés, hein, et mettre à disposition les ressources nécessaires qui permettent de mener les actions préventives et correctives. C'est pas le tout de mettre en place un calendrier et de dire on va faire ci ou ça. Il faut derrière mettre les moyens, que ce soit humain ou financier. Sinon, le PGSSE, de fait, il a du plomb dans l'aile dès le départ. Ce serait embêtant. L'idée, donc, c'est d'avoir des procédures de gestion qui vont être adaptées au contexte et au système local. C'est pour ça que par rapport à la question du PGSSE clé en main, c'est assez délicat de pondre, entre guillemets, un document qui conviendrait à tous les syndicats, toutes les collectivités du territoire. Donc, il faut bien que ce PGSSE, ce plan d'action et les procédures de gestion soient adaptés à votre unité de distribution et de production d'eau.
Donc, avoir des procédures qui soient adaptées au fonctionnement dans les conditions normales, mais également en astreinte. L'astreinte, si elle est mise en place, c'est pour maintenir un niveau de service suffisant pour que la qualité de l'eau distribuée, la quantité, etc., soit respectée. C'est également valable pendant les périodes de congé. Voilà, c'est des choses à anticiper, mais ça, c'est des procédures, c'est du fonctionnement. Une astreinte à 1, si la personne elle attrape le Covid pendant la période où on est, il n'y a plus d'astreinte. Donc, là aussi, c'est un mode de sécurisation. Donc, avoir des protocoles, des modes opératoires, pour que les personnes qui soient là en remplacement, par exemple, sur un service où vous avez les personnes qui s'occupent de la production d'eau, qui gèrent la partie traitement et qualité, quand ils sont absents, il faut qu'une personne, par exemple, du réseau qui vient là en astreinte pour dépanner, ait un minimum de connaissances et accès à des modes opératoires, des procédures pour pouvoir prendre des relais pendant l'absence de l'exploitant de l'usine. Donc, au niveau de ces procédures, ça peut être des programmes d'étalonnage, des protocoles de désinfection, des protocoles d'analyse, des fiches de fonctionnement simplifiées pour savoir comment tel ou tel équipement fonctionne. Le cahier d'exploitation, votre fichier d'exploitation, vous notez un petit peu tout l'historique des éléments d'exploitation. On peut aussi s'en servir de cet historique pour savoir comment réagir quand telle ou telle situation apparaît, puisqu'on l'a déjà connu par le passé, on l'a tracé. Et on a également donc les procédures pour situations accidentelles, de crise ou d'urgence. Des inondations, une coupure électrique, etc. Donc là encore, il faudra avoir anticipé pour réagir au plus vite. Toujours dans l'idée, plus vite on réagit, moins longtemps on est impacté par une dérive. Pour ceux qui ont mis en place ou bien avancé le PGSSE, au niveau de ces modes opératoires, etc., est-ce que il y a eu une réflexion vraiment poussée là-dessus ou ça a été plus orienté sur des investissements plus que sur de la réorganisation ou une optimisation du fonctionnement? Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. J'en profite, là, j'ai vu que Chantal a réagi par rapport au partage des plans d'action. Donc l'ARS est tout à fait d'accord pour le partage des plans d'action après accord des services d'eau concernés. Les modalités pratiques restent à définir. Des réunions au retour d'expérience seront également organisées. Donc voilà, ça permet de travailler sur cette mutualisation sur le territoire néo-aquitain. Après, il n'y a pas forcément de réaction par rapport à ce que je demandais, donc je vais poursuivre. Les procédures de gestion, on a un élément important, c'est que les personnes soient au fait, aient accès à l'information. Donc ça va passer par une sensibilisation, une information des différents acteurs, que ce soit les acteurs internes, mais également les acteurs externes. Par exemple, si vous faites appel à des structures extérieures pour faire telle ou telle tâche, il faudra que la structure extérieure ait accès à un certain nombre d'éléments qui sont cruciaux pour pas qu'elle ait un impact sur la qualité de l'eau. Il y a des collectivités qui, pour se simplifier la vie, notamment par exemple avec la problématique des antennes relais sur les réservoirs sur tour, n'autorisent plus l'accès aux opérateurs téléphoniques par l'intérieur de l'ouvrage. Ils sont obligés de passer par l'extérieur. Donc généralement, ils construisent une tour déportée par rapport au réservoir parce que c'est trop complexe d'accéder par l'extérieur. Et de fait, ça règle le problème d'une possible contamination par un opérateur téléphone qui intervient par l'intérieur. Si vous sous-traitez le nettoyage et la désinfection d'un réservoir, parce que vous n'avez pas forcément les équipements ou pour un choix pour un choix qui vous est propre, s'assurer que le mode opératoire, la façon de faire est
respectent bien les règles de l'art. Il y a un guide de l'ASTE sur le nettoyage, la désinfection des réservoirs, par exemple, qui permet de s'assurer d'un certain nombre d'éléments. Quand il y a de la sous-traitance, il faut s'assurer que elle aussi respecte toutes les précautions pour pas que vous ayez à gérer des problématiques suite à leur intervention. Il faudra également travailler sur l'identification des situations qui exigent la mise en place d'un plan d'urgence spécifique. Donc là encore, on va anticiper. Si on a une coupure d'électricité, est-ce qu'on peut continuer à fonctionner? Si oui, combien de temps? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut un groupe électrogène? Est-ce qu'on met en place une deuxième alimentation avec un deuxième réseau avec EDF, par exemple, etc. Il y a également la notification des situations d'urgence constatées et l'évaluation de ces situations d'urgence. Quelles ont été les causes de ces situations d'urgence et vu qu'on avait mis en place des procédures pour ne pas aboutir à ces situations d'urgence, elles sont arrivées malgré tout, donc il va peut-être falloir réviser les procédures et les protocoles qu'on avait mis en œuvre pour s'assurer que ça ne se reproduise plus, ou moins souvent. Donc, là encore, du préventif, mais quand on a des non-conformités ou des dérives, essayer d'en trouver les causes pour réviser nos modes opératoires, pour les améliorer. On est dans de l'amélioration continue. Les procédures de gestion, donc on est sur des procédures dans un premier temps en mode normal, donc par exemple il peut s'agir d'un mode opératoire, technico-organisationnel, donc comment on fait la réparation d'une fuite, comment on désinfecte un ouvrage, comment on fait un prélèvement bactériologique si vous les faites en interne, comment on nettoie un réservoir, comment on règle une pompe doseuse, etc. Donc ça, c'est des procédures de bonne pratique. C'est des choses que peut-être vous savez faire, mais qui ne sont pas forcément formalisées. Mais en cas d'absence d'un agent qui est le seul à le faire régulièrement, c'est bien d'avoir quelque chose de formalisé pour le remplaçant potentiel, par exemple. On a également les procédures en mode dégradé, comme on l'a vu. Donc là, on va anticiper un fonctionnement en cas de crise. Donc, des limites de qualité bactériologique dépassées, le labo et l'ARS vous contactent un vendredi soir, en début d'astreinte. Comment on gère la crise? Donc, comment on a anticipé ça? On sait que c'est un tel qui va mettre en place des mesures correctives en lien avec les prérogatives de l'ARS, par exemple. En cas de manque d'eau, quelle est la procédure? On a notre réservoir qui est vidangé, est-ce qu'on peut le bypasser? Ou j'ai une pompe en panne, par exemple, comment je peux me débrouiller? Les pannes électriques, une intrusion dans un ouvrage, là aussi. C'est pas le jour où on l'a eu qu'il va falloir réfléchir à comment gérer la crise. Il vaut mieux l'anticiper en amont. En protégeant l'ouvrage et en ayant anticipé si malgré la protection de l'ouvrage, on a eu une intrusion. Un petit exemple pour revenir sur quelque chose d'un peu plus concret. Donc, si on revient sur le suivi du chlore, une mesure de maîtrise, donc on avait évoqué tout à l'heure le contrôle régulier du taux de chlore dans le réseau de distribution. On peut se fixer comme limite critique 0,02 mg par litre, moins de 0,05 mg par litre de chlore libre, donc le chlore désinfectant. Là, on a un risque évalué de redéveloppement bactérien. On est au niveau des limites de détection de mesure des photomètres de terrain, donc c'est vrai que c'est des valeurs un petit peu faibles. Les Vigipirate préconisent d'être à 0,1 de toute façon. Le chlore combiné à plus de 0,2 mg par litre. Donc ça, ce sont les chloramines qui sont à l'origine des goûts et des odeurs de piscine, qui font râler les abonnés, mais qui ont peu d'utilité au niveau désinfectant. Donc le fait de suivre le chlore combiné et de s'assurer qu'il ne monte pas trop, ça peut être aussi un signal d'alarme sur une variation de la qualité de l'eau. Et donc les actions collectives qu'on peut mettre en place quand l'une ou l'autre de ces limites critiques sont constatées, ça va être de vérifier d'autres points du réseau pour s'assurer que c'est localisé sur une partie ou bien si c'est répandu sur tout le réseau, de vérifier l'injection de notre désinfectant, est-ce qu'elle est fonctionnelle, est-ce qu'il y a la canne d'injection de javel qui est bouchée par du calcaire, est-ce que le bidon est vide, etc. Est-ce
que la pompe est désamorcée, hein, ça peut arriver également. Vérifier l'étalonnage du chloromètre. Si vous avez un appareil de mesure, il vous indique une valeur un peu bizarre par rapport à d'habitude, c'est peut-être que l'appareil dérive également. Toujours prendre avec des pincettes des mesures faites, que ce soit sur le terrain ou avec des analyseurs en ligne, toujours les regarder avec un œil critique. Et identifier l'origine de l'insuffisance pour y remédier. Donc peut-être qu'on est à moins de 0,05 mg par litre en chlore libre, parce que le réservoir de tête, on a un taux de chlore qui est inférieur à notre consigne habituelle. Parce qu'il y a peut-être un pigeon qui est tombé dedans, parce qu'il y avait une grille qui était défaillante. Et donc forcément, un animal mort dans le réservoir, ça consomme du chlore, par exemple. L'idée, c'est de chercher la cause, toujours. L'intérêt de suivre le chlore sur un réseau, hein, c'est de pouvoir réagir à un instant T. Quand on fait la mesure, on a un taux de chlore inférieur à celui qu'on a habituellement, donc on réagit tout de suite. Si on ne fait pas ce contrôle sur le réseau, on va réagir a posteriori quand le laboratoire ou l'ARS va vous contacter pour vous dire que vous avez une non-conformité bactériologique. Donc dans le cadre d'une anticipation, le contrôle du résiduel de chlore est vraiment très important pour réagir rapidement. Et donc, si on prend l'exemple de tableau PGSSE, donc nous avions évoqué un certain nombre de choses, donc les événements dangereux, les solutions permettant de réduire le risque, donc ça c'est les mesures de maîtrise qu'on a mises en place ou qu'on souhaite mettre en place dans notre plan d'action. On a évoqué donc quoi mettre en œuvre, qui s'en charge, etc., les coûts et le temps. Et là on est sur la suite, c'est-à-dire le délai, la limite critique qu'on ne veut surtout pas dépasser, et si jamais elle est dépassée à un moment donné, il faudra revoir nos mesures de maîtrise, qui sont a priori insuffisantes, et on liste les actions correctives ou les procédures à activer en cas de dépassement de notre limite critique. Donc l'idée, fixer une limite critique à ne pas dépasser, donc ça c'est l'objectif qu'on veut respecter H24 365 jours par an, et planifier les actions correctives en cas de dépassement de cette limite. Et à partir de là, on sait comment réagir en cas d'urgence et on va, dans un deuxième temps, quand on va réévaluer notre PGSSE, pouvoir prendre en considération l'événement qui nous a induit cette dérive et mettre en place des mesures de maîtrise plus drastiques ou des mesures de maîtrise supplémentaires. Si on revient sur notre exemple d'étiage, la limite critique, c'est qu'on a un seuil bas, voire plus de production. C'est deux échelles, une première où c'est vraiment pas terrible, mais une où on a vraiment une coupure de production. Les actions correctives, donc là, si on a une atteinte du niveau bas, suivre la procédure de crise avec une interconnexion, pour justement ne pas avoir la problématique de coupure d'eau. Et donc, on a en face une procédure interconnexion, on sait que voilà. En cas de problème, l'interconnexion, il faut faire ça, 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 ouvrir telle vanne, fermer telle autre, contacter telle personne. Et puis, on a également sans doute une procédure pour signaler l'incident. Donc là encore, pour chaque événement dangereux, avoir donc les actions correctives en cas de dépassement de notre limite critique et les procédures associées pour revenir le plus vite possible à une situation normale. Et le cas vraiment le plus terrible, l'interconnexion ne peut pas fournir suffisamment d'eau. Vous êtes à l'étiage et la commune qui doit vous sécuriser est elle aussi à l'étiage. Il faut trouver d'autres alternatives pour l'alimentation de la commune. Donc là, c'est vraiment le cas critique de chez critique. Donc l'interconnexion n'a pas fonctionné, donc on a une procédure d'incident peut-être différente, et peut-être qu'on a anticipé, et c'est plutôt intéressant de le faire, la distribution par remplissage du réservoir par camion-citerne, par exemple, comme ça s'est fait dans certains coins l'été dernier, ou une distribution d'eau embouteillée, par exemple. Là, on est vraiment dans un cas extrême. Et donc, les points clés pour cette partie-là, c'est de tenir les documents, procédures, etc. à jour. S'il y a des choses qui marchent pas bien, qu'on prévoit d'améliorer, c'est bien de les mettre à jour. De tenir compte des retours terrain, ça c'est vraiment très très important, ces informations terrain. La gestion des astreintes également,
pour qu'en période d'astreinte, on garde la compétence ou un minimum de compétences pour pas qu'il y ait de soucis plus importants pendant les périodes où il y a moins de personnel. Mettre en place des procédures basées sur le pragmatisme et réellement applicables sur le terrain. Donc là aussi, mettre en place des procédures, il faut le faire avec les personnes qui vont les appliquer, les tester pour s'assurer qu'elles soient effectives. Sinon, on va droit dans le mur. Et aussi, un autre point clé, prendre en compte les modes opératoires et les procédures comme faisant partie du PGSSE. Donc le PGSSE, c'est pas que un plan d'action avec des investissements et puis du temps à passer, c'est aussi travailler sur les modes opératoires. C'est pour ça que dans la première partie, j'ai mis que le levier financier n'était pas le seul. Il faut vraiment aussi réfléchir à la façon dont on travaille et peut-être on peut trouver des modes opératoires sans investir des millions qui permettent d'être beaucoup plus efficaces et performants. Du coup, on doit arriver à la partie sur les petites questions. Donc, je vais vous poser quelques petites questions. Et puis, si vous avez des questions à poser, je vous invite à les mettre sur la partie vos questions. Alors, mettre en place des procédures de gestion consiste simplement à anticiper quoi faire en cas de dépassement d'une limite critique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Les procédures de gestion sont à la fois préventives et curatives, oui ou non. En cas de non-respect d'une limite critique, l'exploitant se réfère à la procédure de gestion de crise associée. L'exploitant trace les événements pour avoir un suivi de l'incident. L'exploitant n'a pas besoin de savoir quoi faire, il est du métier, en gros il se débrouille. Et la dernière, les procédures n'ont pas besoin d'être mises à jour et rappelées au personnel. Pardon, j'ai mis 2A. Donc je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors, a priori, c'est figé, il n'y a plus trop de réponses. Donc, pour la première question, donc mettre en place les procédures de gestion consiste à simplement anticiper quoi faire en cas de dépassement d'une limite critique. Alors, c'est une question un peu piège, on a quelques-uns qui sont tombés. Donc, on ne va pas faire que prévoir du curatif, et réagir a posteriori. L'idée, c'est bien, donc la réponse était non, de prévoir des procédures de gestion en mode normal pour arriver à un respect des limites critiques tout le temps, mais d'anticiper, si jamais ce qu'on a mis en œuvre ne suffit pas, d'avoir des procédures curatives. D'accord ? Donc là, c'était nous. Les procédures de gestion donc sont à la fois préventives et curatives. Forcément, je viens de donner la réponse. Donc oui, on anticipe et on prévoit du curatif si ça suffit pas. Et c'est vraiment important de faire les deux, c'est-à-dire que certains vont prévoir le curatif et pas forcément travailler sur les modes opératoires et du coup on réagit a posteriori et souvent sur des situations graves c'est pas bon. L'inverse c'est pas bon non plus, c'est-à-dire de faire que du préventif et le jour où on a le nez dans le caca comme on dit, on se retrouve à ne pas savoir comment réagir parce qu'on n'a pas anticipé l'impensable. Donc c'est vraiment ces procédures gestion normale, donc les bonnes pratiques et gestion de crise qui sont complémentaires et qui seront importantes à anticiper. La question 3, donc en cas de non-respect d'une limite critique, donc l'exploitant à bout du métier, c'est quand même bien qu'il ait quelques billes. Donc c'était la réponse 2 et 3, a priori tout le monde était d'accord. Donc l'exploitant se réfère à une procédure de gestion de crise associée qu'on a anticipée, et l'exploitant va tracer l'événement pour avoir un suivi de l'incident et pouvoir en tenir compte dans la réévaluation en réunion technique à la fin de l'année ou à la fin de la phase de mise en place du PGSSE pour mettre en place peut-être des mesures de maîtrise complémentaires ou modifier un petit peu celles qu'on a mises en place qui a priori n'étaient pas suffisantes. Et enfin, donc les procédures n'ont pas besoin d'être mises à jour, c'est totalement faux. Une procédure elle est faite pour vivre.
on a un mode opératoire à l'instant T, il peut évoluer avec des techniques différentes, avec des montées en compétences des agents aussi. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas la compétence ou parce qu'on n'a pas les équipements aussi, mais si on investit et qu'on a les équipements et les compétences, on va pouvoir les mettre en œuvre. C'est une procédure nouvelle. Donc, il faut les mettre à jour. Et bien sûr, les rappeler au personnel, aux jeunes embauchés, mais aux anciens aussi. Hein, quand ça fait un petit moment qu'ils travaillent par habitude, des fois, ils peuvent prendre des mauvaises habitudes également. Du coup, ce que je vous propose, c'est comme pour les deux parties précédentes, si vous avez des questions de... Alors, je vais regarder. C'est plus une remarque en fait sur les procédures mode dégradé, d'avoir également en lien avec la disponibilité des agents hein, du service ou des fournisseurs, avec les problématiques de Covid, du confinement. Ben là, on a découvert un certain nombre de problématiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Par exemple, moi je peux citer un exemple hein, sur des formations. Il y a des collectivités qui font le choix pour la continuité de service et pour le risque Covid de ne pas former tous leurs agents d'un coup, de façon à ce que s'il y a un cluster pendant la formation, ben, ils aient que la moitié de l'équipe ou un tiers de l'équipe qui soit en rade, si on peut dire. Mais c'est des choses à anticiper également, hein, parce qu'il n'y a pas que le Covid. Hein. On n'est pas à l'abri d'autres maladies ou de problématiques d'approvisionnement par tel ou tel fournisseur. Donc, c'est des choses à anticiper. Quand on a des difficultés à se faire approvisionner, des fois, c'est d'augmenter les stockages de produits chimiques, par exemple, sans pour autant, quand on parlait, il ne faut pas qu'une mesure de maîtrise crée d'autres problèmes, sans pour autant avoir des temps de stockage trop longs qui engendreraient une dégradation du produit. Notamment le Javel, par exemple, il ne faut pas la stocker trop longtemps. Donc, c'est des choses à prendre en considération. Alors après, j'ai une question dans les discussions. Comment gérer un plan de secours quand le plan recette départemental AEP n'est pas actualisé au vu des modifications, fusion de collectivités, suite à la loi NOTRe, etc. Ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut essayer d'anticiper, éventuellement voir ce que l'intérêt de la mutualisation sera là, hein, à mon sens, pour ce genre de questionnement. Après, le plan sec devrait sans doute être mis à jour. Après, sous quel délai à voir. Mais c'est des choses à prendre en considération, effectivement. Donc, voir peut-être les collectivités à proximité, comment elles gèrent les choses. Je sais pas si est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais passer à la quatrième et dernière partie. J'embraye. Donc, la partie 4, on est donc sur la mise en place du programme d'appui. Donc, pour rappel, dans la démarche, on a élaboré le plan, le plan d'action. Je cherche mes mots. On a évalué et élaboré donc nos procédures de gestion. On a parlé du suivi des mesures de maîtrise également. Hein. Et là, on va parler de la mise en place donc des formations, de la montée en compétences des personnes qui interviennent de près ou de loin sur notre eau potable. Donc, les objectifs du programme d'appui, ça va être déjà dans un premier temps
de vérifier l'adéquation entre les connaissances et les compétences requises et celles détenues par le service. Donc là, c'est clairement de la gestion de ressources humaines. Alors, quand on a un service ressources humaines, c'est bien. Quand on a une petite collectivité avec 1, 2, 3 agents qui sont sur le terrain, c'est des choses qui vont être un petit peu plus complexes à mettre en œuvre et ce sera essentiellement du dialogue, des échanges avec ces personnes pour voir un petit peu où il y aurait besoin de monter en compétences pour être plus à l'aise et gérer au mieux des problématiques liées à la sécurisation de la qualité de l'eau. L'idée ensuite, une fois qu'on a vérifié si tout était en adéquation ou s'il y avait besoin de formation, généralement il y a toujours besoin d'un petit peu de montée en compétences, ça va être de combler certaines lacunes du personnel. Alors après, ça peut être des échanges entre eux quand il y a une personne d'expérience qui maîtrise le sujet, par exemple. Sinon, ça peut être de chercher à acquérir des compétences et des connaissances par le biais de formation du personnel, en plus de ce tutorat que je vous disais en interne où on peut former un collègue. Ça peut être aussi par le biais d'actions de recherche et développement aussi, qu'on va pouvoir monter également en compétences. Des études, des choses comme ça. Ce programme d'appui, il va être vraiment là pour former le personnel qui est impliqué aux différentes étapes du PGSSE. Donc, au niveau du rôle et du suivi des mesures de maîtrise, donc former les gens sur l'importance du PGSSE et l'importance du suivi des mesures de maîtrise, qu'il soit bien au fait que le PGSSE, c'est pas un papier, un bon document dans un ordinateur ou posé sur une étagère. Il faut qu'il y ait des applications sur le terrain, donc ils en prennent conscience de la nécessité de leur implication, et des procédures de contrôle de la qualité de l'eau également, pour que le personnel qui est sur le terrain, qui va être le bras armé en fait de notre PGSSE, sache réagir dans tous les cas de figure qu'on a pu anticiper. Et si on en a oublié certains, on les intégrera à la mise à jour de notre prochain volet de PGSSE. On va passer en revue et réviser les programmes d'appui existants également, pour éventuellement prioriser en fonction des points critiques qu'on a vu qu'on a mis en évidence par la cotation. Peut-être qu'il y a des programmes d'appui existants qui ne sont pas adaptés aux urgences. Et on va peut-être réadapter son plan de formation, par exemple, pour mettre le pied à l'étrier sur les sujets qui sont vraiment les plus urgents, par exemple. On va également donc mettre en place un protocole de validation des compétences et des connaissances du personnel. Donc avec la réforme de la formation professionnelle, notamment maintenant on a l'obligation d'évaluer l'efficacité des formations. Donc on est bien dans ce biais-là et c'est important de pouvoir s'assurer que les formations qu'on a décidé de faire suivre à tel ou tel agent de terrain portent leurs fruits, pour justement valider l'efficacité du volet formation qui fait partie du PGSSE. Et également un autre élément qui est vraiment très important, c'est sensibiliser le personnel interne, mais aussi les sous-traitants, à l'impact de leurs activités sur la sécurité sanitaire de l'eau, qu'ils soient bien conscients que lorsqu'ils font certaines choses d'une certaine manière, ils peuvent avoir un impact bénéfique ou néfaste sur la gestion de la qualité de l'eau. Et notamment, c'est des choses qu'on peut intégrer au plan de prévention lorsque vous avez des risques associés à la coactivité pour justement que chaque acteur en lien avec l'eau soit au fait de l'impact possible de son activité sur la qualité de l'eau. Donc ça veut dire qu'on implique les structures extérieures, pas que les gens du service, ce qui n'est pas forcément évident, dans la mesure où on n'a pas de pouvoir hiérarchique sur ce type de personnes extérieures, forcément. Mais on peut avoir des exigences sur les cahiers des charges qu'on leur a soumis et auxquels ils ont répondu dans un appel d'offres, par exemple. Et donc les points clés au niveau de cette étape-là, de la montée en compétences, c'est déjà de clarifier les responsabilités de chaque acteur.
savoir qui est responsable de quoi, pour pas que ça parte dans tous les sens, hein, et former les gens en fonction de leurs responsabilités. S'assurer de l'information et de la sensibilisation régulière de tous les acteurs de terrain. C'est pas mal de faire des piqûres de rappel, hein. On donne l'information en 2020, là peut-être qu'en 2021 ou 2022, il faudra y revenir, soit parce qu'on a constaté des dérives, soit en préventif pour s'assurer que les bonnes pratiques perdurent. Il y a la partie gestion des ressources humaines, avec la partie validation des acquis, la sensibilisation. Par le biais de ce plan d'appui, il y a aussi les recrutements qui seront anticipés pour avoir des personnes qui soient compétentes, ou si on fait le choix de prendre une personne qui a plutôt des compétences, par exemple en électromécanique, mais qui doit faire un peu de traitement, ben la faire monter en compétences. Et au courant au recrutement, on va pouvoir la faire monter en compétences sur la partie traitement, la partie assurance qualité, mesure des paramètres sur le réseau, par exemple. Et un autre élément, donc la mise à disposition des ressources financières nécessaires pour ce volet de formation. La formation n'est pas que un coût, c'est le formateur qui parle, mais ce n'est pas qu'un coût, ça peut être un placement sur le long terme. Une montée en compétences peut permettre justement d'avoir une diminution des coûts d'exploitation, par exemple, par la mise en œuvre de procédures peut-être un petit peu plus pragmatiques, par une efficacité plus grande dans les tâches de tous les jours de l'agent. Et du coup, je vais poser quelques petites questions pour revenir sur cette partie-là. Et si vous voulez préparer quelques questions, puisqu'on arrive à l'issue du webinaire, donc lâchez-vous tant que nous sommes ensemble. Je vous laisse regarder donc les questions. Donc, le programme d'appui n'est pas là pour sensibiliser le personnel et les sous-traitants à l'impact de leur activité sur la qualité de l'eau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Le programme d'appui est là pour vérifier si les compétences disponibles dans le service sont celles nécessaires à son bon fonctionnement. Et la dernière, en cas d'écart entre les compétences disponibles et les compétences nécessaires, avant de faire la correction, ne vous sauvez pas tout de suite s'il y en a qui sont pressés. On va juste vous demander de remplir une petite évaluation par rapport à votre ressenti sur le webinaire. Donc, je corrige ces petites questions. A priori, ça fluctue plus trop là. On a 23 réponses à chaque fois. Donc, le programme d'appui n'est pas là pour sensibiliser les personnels et les sous-traitants sur l'impact de leur activité sur la qualité de l'eau. Ben, c'est faux, hein. Il est vraiment là pour ça. Et on l'a vu, pas que les agents de la collectivité ou de la délégation, mais c'est aussi les entreprises extérieures qui peuvent intervenir ponctuellement, hein, les sous-traitants. La deuxième question, le programme d'appui est là pour vérifier si les compétences disponibles dans le service sont celles nécessaires à son bon fonctionnement, mais forcément, hein, puisqu'on cherche à améliorer les compétences, donc il faut les évaluer pour ensuite mettre en place quelque chose, hein. Et ce quelque chose, bah, c'est la mise en place d'un plan de formation. Si on constate qu'il y a des écarts, c'était la question 3, entre les compétences disponibles et celles nécessaires, bah, il faut un plan d'action. Là où c'est un plan de formation, pardon. Là où c'est compliqué, c'est quand on est sur des structures plus petites, où voilà, c'est l'échange entre personnes et bah, l'agent de terrain qui va peut-être se sentir un peu plus à l'aise sur telle thématique et un peu moins sur une autre. Et bah, les échanges avec les opérateurs, les techniciens de terrain vont permettre de savoir Donc, pendant que Rémi prend connaissance des questions ou des remarques, donc je voulais en profiter pour vous rappeler
que nous organisons donc des formations en présentiel en Creuse, dans les Deux-Sèvres et en Corrèze. Bon, faut quand même garder à l'esprit que en fonction du nombre de personnes inscrites, on peut reporter, on va dire, la formation s'il n'y a pas assez d'inscrits. Pour le moment, le 13 et 14 octobre, il y a 5 inscrits. Il faut que vous soyez au minimum. Bon, bref, il faudrait que vous soyez un peu plus. Voilà, il faudrait être un peu plus pour qu'on puisse la maintenir. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire via les bulletins d'inscription sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je vous rappelle que le dernier webinaire donc aura lieu le 8 décembre. Le sujet, c'est sur les retours d'expérience dans le cadre du suivi des premières démarches et focus sur l'état des lieux et la caractérisation des risques. Donc, ce sera Xavier Goussens. Donc, je vais vous envoyer très rapidement, non, dans les jours qui viennent, le lien pour vous inscrire à ce webinaire. Et enfin, chose promise, chose due, pendant que Rémi, il y a des questions, Rémi, j'ai pas fait attention. Attendez, je remets les questions, mais en attendant, si vous pouvez remplir en cliquant sur le mot évaluation, vous cliquez puis vous faites parcourir, et puis si vous pouvez remplir, ça va vous prendre 2 minutes, le petit questionnaire d'évaluation de la session. Donc je remets en attendant les dernières questions à l'écran pour que Rémi les voit. Donc n'hésitez pas à compléter, à aller remplir le questionnaire d'évaluation, et puis nous vous donnerons rendez-vous soit en présence en octobre, novembre et novembre, soit en décembre. Donc Rémi, je te laisse. Bon. C'est pas de la timidité, c'est que c'était tout clair pour tout le monde. Au du 86, au de Vienne. Oui, les formations, en fait, ce sont les mêmes. Ce qui change, c'est juste le lieu pour que vous trouviez une formation, une session près de chez vous. Mais vous pouvez finalement aller loin de chez vous si vous le souhaitez aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est les mêmes. De la formation, c'est de travailler sur une étude de cas de mise en place d'un PGSSE. On travaille sur toutes les étapes. En gros, ça reprend de façon beaucoup plus poussée ce qui a été fait dans les 4 webinaires. Donc là, on est sur le 4e. On présente vraiment la démarche PGSSE plus à fond et on travaille sur une étude de cas d'une collectivité de Haute-Vienne en l'occurrence, sur les points, donc l'évaluation des risques, la cotation, travailler sur les mesures de maîtrise existantes, les mesures de maîtrise qu'il faudrait mettre en œuvre, se fixer les limites critiques et sur quel sujet travailler au niveau des procédures à mettre en œuvre. Donc c'est c'est pas un petit peu, c'est beaucoup plus poussé que les webinaires, et on va étudier donc le PGSSE sous forme d'une étude de cas sur une collectivité, et ça dure 2 jours. Et c'est la même formation que celle réalisée en 2019, oui, je vois la question. Ouais. Je demande où pour trouver les supports des webinaires précédents et celui-ci. On va voir les adresses mail, donc elle fera suivre.
sur un format de 2 heures, donc voilà, une demi-journée. Bon, est-ce que vous avez encore une dernière remarque avant que nous mettions fin à ce webinaire? Il n'y en a pas en Dordogne. Donc, je crois qu'en Dordogne, elles ont déjà eu lieu. Ah, elle a été reportée. Oui. La formation en Dordogne a été reportée en début 2021 parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. Donc, s'il y a des volontaires pour que la session s'ouvre, n'hésitez pas. Ah oui, sur les anciens webinaires. Mais oui, voilà, ok. Mais après, sinon, les documents sont aussi disponibles. Pardon? Ah, évaluation indisponible. Ah. Il faut cliquer sur parcourir. Ah oui, comment ça marche? Pour l'évaluation, il faut cliquer sur parcourir, monsieur ou madame Lefort. Ouais, parce que je viens de cliquer, ça marche. Merci à tous pour ces presque 2 heures passées ensemble. J'espère que ça vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à vous inscrire sur les formations si vous voulez aller un petit peu plus loin.